Marc Rivière mesurait exactement 1,68 m et pesait à peine 60 kilos tout mouillé. À 17 ans, avec ses grosses lunettes à monture épaisse, ses sweats à capuche trop grands et ses yeux constamment baissés, il ressemblait à la cible idéale de tous les brutes. Son teint olivâtre et son léger accent, dus au récent déménagement de sa famille depuis Perpignan, le faisaient encore plus ressortir au lycée Saint-Exupéry, où la plupart des élèves se connaissaient depuis la maternelle. Personne dans son nouveau lycée ne savait que Marc avait passé les 3 dernières années à s'entraîner dans des circuits de combat clandestins à travers le Languedoc-Roussillon et la région Occitanie. Personne ne savait que sa silhouette discrète dissimulait des réflexes fulgurants et une précision dévastatrice. Personne ne savait que son attitude calme découlait d'une discipline apprise dans des caves enfumées, où une seule erreur pouvait signifier se réveiller à l'hôpital. Plus important encore, personne ne savait que sa famille avait déménagé spécifiquement parce que Marc avait envoyé à l'hôpital 3 membres d'un gang qui avait menacé sa petite sœur. Fais profil bas, termine ta terminale, repars à 0 à la fac. Ce sont les mots que son père avait répétés pendant leur long trajet en voiture jusqu'en Bretagne. Plus de bagarres, plus de problèmes. Marc l'avait promis. Mais Kevin Dubois rendait cette promesse de plus en plus difficile à tenir chaque jour. Kevin Dubois était tout ce que Marc n'était pas. 1,88 m d'arrogance athlétique pure, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés, et le genre de sourire suffisant qui vient de ne jamais avoir à subir de vraies conséquences. En tant que star de l'équipe de rugby du lycée Saint-Exupéry et fils de la famille la plus riche de la ville, Kevin régnait sur le lycée d'une main de fer gantée d'une veste Teddy. Sa bande était composée de Théo Martin, un lutteur trapu aux yeux vides et aux phalanges portant des cicatrices permanentes, et de Lucas Bernard, dont la famille possédait le garage automobile local et dont le vocabulaire semblait se limiter à des rires cruels et à des jurons créatifs. Le premier incident s'est produit le 3e jour de Marc à Saint-Exupéry. Il était assis seul à la cantine, mangeant machinalement son déjeuner tout en relisant ses notes de chimie, lorsque l'ombre de Kevin est tombée sur sa table. « Tiens, qu'est-ce qu'on a là ?» La voix de Kevin portait ce mélange particulier d'amusement et de mépris qui caractérise les prédateurs naturels. « De la chair fraîche, les gars !» Théo et Lucas flanquaient leur chef comme des chiens d'attaque bien entraînés, leurs yeux brillants d'anticipation. La cantine s'est tue, 200 élèves trouvant soudainement leur nourriture fascinante tout en jetant des coups d'œil discrets au drame qui se déroulait. Madame Leduc, la surveillante, a opportunément découvert des papiers urgents qui nécessitaient son attention immédiate à l'autre bout de la salle. « Je te parle, Rachid », a continué Kevin, déformant délibérément ce qu'il supposait être le nom de Marc. « T'es sourd ou juste con ?» Marc leva lentement les yeux, observant les 3 visages qui le dévisageaient. Dans une autre vie, dans un autre endroit, Kevin Dubois aurait été inconscient avant de terminer sa 2e phrase. Mais Marc avait fait une promesse. « Je m'appelle Marc, et j'essaie juste de déjeuner. »« Marc !» répéta Kevin d'un ton moqueur. « Bon, Marc, voilà le truc. Tu vois, t'es assis à notre table. » Marc jeta un coup d'œil autour de lui. Il n'y avait pas de panneau de réservation, aucune indication que cette table particulière appartenait à qui que ce soit. Juste une autre petite démonstration de pouvoir. « Je ne savais pas. Je peux bouger. T'as intérêt à bouger. » Kevin tendit la main et balaya nonchalamment le plateau de Marc de la table. Purée de pommes de terre, haricots verts et chocolat au lait explosèrent sur le sol dans un désordre de nourriture et de plastique. Mais d'abord, nettoie ta merde. Le silence dans la cantine était assourdissant. Marc fixa le repas détruit, ses mains se serrant et se desserrant sous la table. Fais profil bas, termine ta terminale. La voix de son père résonna dans son esprit alors qu'il se levait lentement et commençait à ramasser les débris éparpillés. Tous les yeux de la salle le regardaient s'agenouiller sur le sol, ramassant la nourriture, pendant que Kevin et sa bande riaient au-dessus de lui. « C'est un bon petit nettoyeur », ricana Théo.
On devrait peut-être te trouver un uniforme. » Marc ne dit rien. Il nettoya jusqu'au dernier morceau de nourriture, jeta le plateau et sortit de la cantine sans se retourner. Mais Kevin Dubois avait goûté au sang, et les prédateurs n'oublient jamais l'odeur. Le harcèlement s'est intensifié systématiquement au cours des semaines suivantes. Kevin avait transformé le fait de tourmenter Marc en un rituel quotidien, une performance conçue pour renforcer sa domination tout en divertissant ses suiveurs. Dans les couloirs, entre les cours, Kevin bousculait Marc contre les casiers assez forts pour laisser des bleus. Pendant le cours d'EPS, Théo envoyait accidentellement des ballons de volley-ball directement sur la tête de Marc. Lucas prenait un plaisir particulier à garer sa camionnette de manière à bloquer la vieille Honda de Marc sur le parking de l'école, l'obligeant à attendre la fin de l'entraînement de rugby pour partir. Le pire n'était pas l'intimidation physique, c'était la guerre psychologique. Kevin avait découvert que Marc bénéficiait d'une bourse de cantine et s'assurait de l'annoncer bruyamment chaque fois qu'ils se croisaient. Il répandait des rumeurs selon lesquelles la famille Rivière était des immigrés clandestins, bien que les Rivière soient citoyens français depuis 3 générations. Il convainquait les autres élèves d'éviter Marc en prétendant qu'il sentait la frite et l'échec. Marc endura tout cela avec le même silence stoïque qui lui avait bien servi dans les circuits clandestins. Il assistait aux cours, réalisait les devoirs et comptait les jours jusqu'à l'obtention de son bac. Mais chaque nuit, il restait allongé dans son lit à fixer le plafond, ses muscles se contractant au souvenir des combats, son esprit rejouant des scénarios où Kevin Dubois apprenait ce qui se passait quand on poussait la mauvaise personne trop loin. « Ne leur donne pas de raison de creuser dans notre passé », avait prévenu son père. « Ne leur donne pas de raison de poser des questions sur Perpignan. » Alors, Marc restait silencieux, même lorsque Kevin l'avait coincé dans les toilettes et avait poussé sa tête vers la cuvette. Même lorsque Théo avait répandu des rumeurs selon lesquelles Marc était gay parce qu'il ne se battait pas. Même lorsque Lucas avait gravé « sale arabe » sur la peinture de sa voiture. Il restait silencieux et se disait que c'était temporaire. Encore 3 mois avant le bac. Il pouvait supporter 3 mois de plus. Le point de rupture est survenu un jeudi pluvieux de mars. Marc passait une journée particulièrement difficile, luttant contre une migraine qui donnait l'impression que les néons étaient des pics à glace dans son cerveau. Il avait sauté le déjeuner pour se reposer à la bibliothèque, espérant que le calme et l'obscurité lui apporteraient un certain soulagement. Lorsque la dernière sonnerie a retenti, il a ramassé lentement ses livres, attendant que le flot initial d'élèves dégage les couloirs. Il aurait dû s'en douter. Kevin Dubois l'attendait près de son casier, les bras croisés, entouré de sa suite habituelle, plus quelques nouveaux visages venus assister au spectacle. La rumeur s'était répandue que Kevin préparait quelque chose de spécial, et le couloir était rempli de spectateurs, faisant semblant de ranger leurs casiers tout en se positionnant en réalité pour avoir la meilleure vue. « Le voilà !» annonça Kevin alors que Marc s'approchait, l'homme invisible lui-même. Marc essaya de les contourner, mais Théo se déplaça pour bloquer son chemin. « Où tu vas, le héros? Kevin te parle. »« Je veux juste prendre mes affaires et rentrer chez moi, » dit Marc doucement. Sa migraine empirait et la foule de spectateurs lui donnait la chair de poule. Trop de gens, trop d'yeux, trop d'attention. Tout ce que son père l'avait averti d'éviter. « Oh, le pauvre petit Marc veut rentrer chez maman », minauda Kevin avec une fausse sympathie. « Mais voilà, on a un problème. Théo ici dit que tu le fixais dans les douches après l'EPS. Bon, je lui ai dit que ça ne pouvait pas être vrai, parce que ça ferait de toi une sorte de pervers. Alors je me suis dit que j'allais te le demander directement. » L'accusation frappa Marc comme un coup physique. Il pouvait voir le calcul derrière les yeux de Kevin, la façon dont il mettait en place le récit. Soit Marc était gay, ce qui ferait de lui une cible pour différentes raisons, soit il était un pervers, ce qui ferait de lui un paria. Il n'y avait pas de bonne réponse, aucun moyen de gagner. C'était la beauté de la torture psychologique de Kevin. Il s'assurait toujours que ses victimes n'avaient aucune issue.
Je ne fixais personne, dit Marc, sa voix à peine audible. Je veux juste rentrer chez moi. Il veut rentrer chez lui, annonça Kevin à son public, qui répondit par des rires cruels. Mais voilà le truc, Fatima. Je ne te crois pas. Je pense que tu regardais. Je pense que tu as aimé ce que tu as vu. Et je pense qu'il faut t'apprendre une leçon sur les limites. La foule se pressa davantage, sentant le sang dans l'eau. Marc pouvait voir certains d'entre eux enregistrer avec leur téléphone, désireux de capturer toute l'humiliation que Kevin avait prévue. Madame Garnier, la seule enseignante dans le couloir, s'était retirée dans sa salle de classe et avait fermé la porte. Le message était clair, les adultes n'interviendraient pas. Marc était seul. Kevin plongea la main dans son sac à dos et en sortit une bouteille de chocolat au lait. « Tu vois, Théo se sent violé. Il a l'impression que sa vie privée a été envahie. Et quand Théo se sent violé, ça me met en colère. Et quand je suis en colère, eh bien... » Kevin dévissa le bouchon et tint la bouteille au-dessus de la tête de Marc. « Je pense que tu dois te calmer et réfléchir à tes actes. » Le chocolat au lait se déversa sur la tête de Marc en un flot épais et froid. Il trempa ses cheveux, coula sur son visage et tacha son sweat à capuche préféré en marron. La foule éclata de rire et d'applaudissements, les téléphones capturant chaque seconde de son humiliation. Marc resta parfaitement immobile, laissant le lait goûter sur le sol, ses poings serrés si fort que ses jointures devinrent blanches. « C'est ça, pensa-t-il. C'est là que ça se termine. » Mais Kevin n'avait pas fini. Pendant que Marc se tenait là, dégoulinant et tremblant de rage, Kevin sortit un marqueur et commença à écrire sur les casiers autour d'eux. « Pervers » en grosses lettres noires, « Glock » sur un autre, « PD d'arabe » sur un troisième. Chaque mot était un choix délibéré, conçu pour garantir que l'humiliation de Marc le suivrait pendant des mois. « Voilà », dit Kevin, reculant pour admirer son travail. « Maintenant, tout le monde saura ce que tu es vraiment. » Le couloir éclata en de nouveaux rires et applaudissements. Les élèves prenaient des photos des graffitis, composant déjà des publications sur les réseaux sociaux qui répandraient la honte de Marc dans tout le district scolaire. Ce n'était plus seulement du harcèlement, c'était un assassinat de personnages. C'était la destruction systématique de tout ce que Marc avait construit dans sa nouvelle vie. Marc essuya le chocolat au lait de ses yeux et regarda autour de lui les visages qui l'entouraient. Il vit de l'excitation, de l'amusement et une cruelle satisfaction. Il vit des gens qui l'avaient regardé souffrir pendant des mois sans dire un mot. Il vit une communauté qui avait décidé qu'il était un dommage collatéral acceptable dans les jeux d'ego de Kevin Dubois. Et à ce moment-là, les avertissements de son père lui semblèrent moins importants que son propre respect de soi. « Kevin », dit Marc doucement. Sa voix était différente maintenant, plus basse, plus contrôlée. Le changement était subtil, mais plusieurs élèves dans la foule cessèrent de rire et le regardèrent plus attentivement. Kevin se retourna avec un sourire. « Quoi, le bougnoul? T'as quelque chose à dire ?» Marc retira son sweat à capuche trempé de chocolat au lait et le laissa tomber sur le sol. En dessous, son simple t-shirt blanc révélait des bras qui étaient minces mais définis, des épaules qui étaient plus larges qu'elles ne l'étaient apparues sous des vêtements amples. Il enleva ses lunettes et les glissa dans sa poche. Sans elles, ses yeux sombres étaient perçants et concentrés d'une manière qui fit faire un pas inconscient à Théo vers l'arrière. « J'ai dit, » répéta Marc, sa voix portant clairement dans le couloir, « tu as fait une erreur. » Kevin rit, mais le son était forcé maintenant. Quelque chose dans la posture de Marc avait changé. La façon dont il se tenait, la façon dont il tenait ses mains, la façon dont son poids était réparti sur la plante de ses pieds. Les élèves qui ne connaissaient rien au combat reconnurent instinctivement la transformation. Ce n'était pas la même personne qui nettoyait la nourriture à la cantine il y a 6 semaines. « Oh, on a un dur à cuire maintenant », annonça Kevin à la foule, mais sa voix manquait de sa confiance habituelle. « Qu'est-ce que tu vas faire, le PD? Pleurer chez ta maman en arabe ?» Marc fit un pas en avant, puis un autre. La foule commença à se séparer inconsciemment, créant de l'espace autour des deux garçons.
Les amis de Kevin se déplacèrent pour flanquer leur chef, mais ils avaient l'air incertains maintenant, comme des chiens qui avaient acculé quelque chose qui pourrait ne pas être une proie, après tout. « Tu veux savoir ce que je vais faire, Kevin ?» demanda Marc d'un ton conversationnel. « Je vais te donner exactement ce que tu demandes depuis le début. » Kevin Dubois avait passé toute sa vie à être plus grand, plus fort et plus populaire que tous ceux qui l'entouraient. Il n'avait jamais rencontré de véritable résistance, jamais subi de véritables conséquences. Alors, lorsque Marc Rivière se lança en avant avec la grâce fluide de quelqu'un qui avait appris à se battre dans des endroits où les secondes chances n'existaient pas, Kevin fut complètement pris au dépourvu. Le premier coup de poing de Marc frappa Kevin au plexus solaire avec une précision chirurgicale. Kevin se plia en deux, suffocant, et Marc l'attrapa par les épaules et leva son genou. La tête de Kevin bascula en arrière, du sang coulant de son nez, et il tituba contre les casiers avec un fracas métallique. Le couloir éclata en cris et en hurlements, mais Marc n'entendit rien. Il était dans la zone maintenant, l'endroit où le temps ralentissait et où chaque mouvement avait un but. Théo chargea depuis sa gauche, ses poings charnus se balançant sauvagement. Marc esquiva le coup de poing, crocheta la cheville de Théo avec son pied et envoya le garçon plus grand s'écraser contre une fontaine. La tête de Théo heurta le métal avec un son de gong et il s'effondra sur le sol, étourdi. Lucas était plus intelligent. Il essaya de contourner Marc par derrière, probablement dans l'intention de le saisir dans une étreinte d'ours. Mais Marc se battait contre plusieurs adversaires depuis l'âge de 14 ans. Il pivota sur son talon, attrapa le poignet de Lucas alors qu'il tendait la main et le tordit dans une direction où les poignets ne sont pas censés aller. Lucas hurla et tomba à genoux, son bras plié à un angle impossible. Kevin s'était suffisamment rétabli pour charger à nouveau, rugissant de rage et d'embarras. Mais la rage le rendait négligent, et Marc avait appris il y a longtemps que les adversaires en colère étaient faciles à vaincre. Il fit un pas de côté pour éviter le coup sauvage de Kevin, attrapa l'arrière de sa tête et claqua son visage contre les casiers une fois, 2 fois, 3 fois. Chaque impact résonna dans le couloir comme un coup de feu. Lorsque Marc le relâcha, Kevin glissa le long des casiers, laissant une traînée de sang sur le métal. L'ensemble de la confrontation avait duré moins de 30 secondes. 3 garçons qui avaient passé des mois à terroriser Marc gisaient maintenant gémissant sur le sol, brisés et saignants. La foule resta dans un silence stupéfait, les téléphones enregistrant toujours, mais leurs propriétaires trop choqués pour parler. Marc redressa sa chemise et remit ses lunettes. Lorsqu'il parla, sa voix était calme et mesurée, mais elle porta clairement dans le couloir silencieux. « Écoutez attentivement, parce que je ne vais le dire qu'une fois. Pendant 6 semaines, vous avez tous regardé ces 3 losers essayer de me détruire. Vous l'avez enregistré, vous avez ri, vous l'avez partagé sur les réseaux sociaux, vous avez fait de moi votre divertissement. » Il regarda autour du cercle de visages, établissant un contact visuel avec des élèves qui n'avaient jamais pris la peine d'apprendre son nom. « Vous voulez savoir pourquoi je ne me suis jamais défendu avant ? Ce n'était pas parce que je ne pouvais pas. C'était parce que j'essayais d'être meilleur que ça. J'essayais d'être civilisé. J'essayais de vous accorder le bénéfice du doute. » Kevin gémit et essaya de se redresser, du sang coulant toujours de son nez. Marc baissa les yeux sur lui, avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Mais vous savez ce que j'ai réalisé aujourd'hui. La civilisation ne fonctionne pas avec les animaux. Certaines personnes ne comprennent qu'un seul langage, et Kevin Dubois vient de recevoir sa première leçon. » Théo se débattait pour se remettre sur ses pieds, son visage pâle et confus. Marc se tourna pour le regarder directement. « Théo, si jamais tu me regardes de travers, je te mettrai à l'hôpital. Pas à l'infirmerie, à l'hôpital, avec des tubes et des machines et des médecins très inquiets. » Théo hocha la tête frénétiquement, toujours pas tout à fait sûr de ce qui venait de se passer. Marc regarda Lucas, qui berçait son poignet tordu et gémissait. « Lucas, je sais où tu habites, je sais où tu travailles.
Je sais où ta copine va à l'école. Si jamais tu endommages à nouveau ma propriété, si jamais tu répands à nouveau des rumeurs sur moi, si jamais tu mentionnes ne serait-ce que mon nom, je te ferai disparaître. On est d'accord? Les yeux de Lucas étaient grands ouverts de terreur. Il hocha la tête si vigoureusement que ses dents claquèrent. Enfin, Marc reporta son attention sur Kevin, qui essayait de se servir des casiers pour se redresser. Du sang recouvrait le devant de sa veste Teddy, et son œil gauche était déjà en train de gonfler. « Et Kevin ?» dit Marc d'un ton conversationnel. « Espèce d'idiot magnifique, espèce de fou arrogant et magnifique. Tu n'as aucune idée de la chance que tu as que cela se soit produit dans un couloir d'école au lieu d'un endroit privé. Parce que si nous avions été seuls, s'il n'y avait pas eu de témoins, si je ne m'étais pas soucié de mon casier judiciaire, tu serais dans une ambulance en ce moment. Pas en train de marcher vers l'infirmerie, dans une ambulance, avec des sirènes. » Kevin marmonna quelque chose à travers sa lèvre fendue, mais Marc leva une main pour le faire taire. « Je n'ai pas fini. Tu vois, tu as fait une erreur fondamentale de jugement. Tu as supposé que parce que je ne me défendais pas, je ne pouvais pas me défendre. Tu as supposé que parce que j'étais silencieux, j'étais faible. Tu as supposé que parce que j'étais nouveau, j'étais sans défense. Mais tu sais ce qui arrive quand on fait des suppositions, Kevin. On finit par ressembler à ce que tu es en ce moment, brisé et sanglant, et se demandant où tout a mal tourné. » Marc ramassa son sweat à capuche et se dirigea vers son casier, enjambant les jambes de Théo sans reconnaître sa présence. La foule se sépara comme la mer Rouge, les élèves se pressant contre les murs pour lui laisser de la place. Il ramassa ses livres méthodiquement, prenant son temps, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable. « Oh, et une dernière chose, dit-il sans se retourner. Demain, Kevin va s'excuser auprès de moi, publiquement, devant les mêmes personnes qui l'ont regardé m'humilier, et il va nettoyer ses graffitis sur les casiers, de ses propres mains, parce que s'il ne le fait pas, eh bien... » Marc se retourna et sourit agréablement. Je serai heureux de poursuivre son éducation aux conséquences. Kevin essaya de se redresser, de retrouver un peu de son ancienne arrogance. « Tu ne peux pas me forcer. » Marc fit 3 pas vers lui, et Kevin se recroquevilla immédiatement contre les casiers. Le changement de langage corporel fut si spectaculaire que plusieurs élèves haltèrent audiblement. « Kevin, » dit Marc doucement, « tu te souviens de ce qui t'est arrivé il y a 30 secondes? Parce qu'on aurait dit que tu étais inconscient pendant une partie. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Je t'ai détruit, j'ai détruit tes amis. Je l'ai fait rapidement, efficacement et sans transpirer. Et le plus beau dans tout ça, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a enregistré. Demain matin, tous les élèves de ce lycée sauront que Kevin Dubois, le grand et dur rugbyman, s'est fait tabasser par le gamin calme de Perpignan. » Le visage de Kevin devint encore plus pâle à mesure que les implications s'enfonçaient. « Alors, quand je te dis que tu vas t'excuser, tu vas t'excuser. Quand je te dis de nettoyer ces casiers, tu vas les nettoyer. Parce que l'alternative est que je continue à t'enseigner des leçons jusqu'à ce que tu apprennes à être respectueux. Et crois-moi, Kevin, tu ne veux pas voir à quoi ressemble mon programme d'études avancé. » La sonnerie retentit, signalant le début de la prochaine période de cours, mais personne ne bougea. Marc passa son sac à dos sur son épaule et se dirigea vers la sortie, ses pas résonnant dans le couloir silencieux. Juste avant d'atteindre les portes, il se retourna pour s'adresser une dernière fois à la foule. « Pour ceux d'entre vous qui enregistrent ça, assurez-vous d'obtenir les excuses de Kevin demain. Je veux que ce soit documenté. Je veux que tout le monde voie ce qui arrive quand les brutes rencontrent enfin quelqu'un qui ne supporte pas leurs conneries. Partagez-le avec vos amis. Postez-le en ligne. Faites-le devenir viral. Que cela serve de rappel que calme ne veut pas dire faible et patient ne veut pas dire impuissant. » Il poussa les portes et disparut sur le parking, laissant derrière lui un couloir rempli d'élèves stupéfaits et 3 garçons qui apprenaient lentement la différence entre être craint et être respecté.
Le lendemain matin, Kevin Dubois se tenait dans le couloir principal avec un bidon de dissolvant et une brosse à récurer. Son visage était un arc-en-ciel de bleu, sa lèvre était recousue et son œil gauche était gonflé. Une foule s'était rassemblée pour regarder, les téléphones enregistrant pendant qu'il nettoyait méthodiquement chaque graffiti qu'il avait écrit la veille. « Je veux m'excuser », dit Kevin à haute voix, ses mots légèrement pâteux à cause de ses blessures. « Hier, je me suis mal comporté envers Marc Rivière. J'ai écrit des choses qui étaient fausses et blessantes. J'ai eu tort et je suis désolé. » Marc se tenait au bord de la foule, regardant impassible. Lorsque Kevin eut fini de nettoyer et leva les yeux pour obtenir son approbation, Marc se contenta de hocher la tête une fois et s'éloigna. Le message était clair. Ce n'était pas un pardon, c'était la justice. Dans les semaines qui suivirent, la dynamique sociale au lycée Saint-Exupéry subit une transformation complète. Le règne de terreur de Kevin Dubois était terminé. Sans la peur qu'il avait cultivée si soigneusement, ses suiveurs l'abandonnèrent. Théo Martin changea de cours pour éviter de croiser Marc dans les couloirs. Lucas Bernard demande un transfert dans un autre lycée, affirmant qu'il avait besoin d'un nouveau départ. Marc, quant à lui, se retrouva dans la position étrange d'être à la fois respecté et craint. Les élèves qui l'avaient ignoré pendant des mois le saluaient maintenant dans les couloirs. Les enseignants qui avaient fermé les yeux sur son harcèlement s'assurèrent maintenant qu'il se sente bienvenu dans leur classe. L'équipe de rugby, privée de l'influence toxique de son chef, commença à traiter les jeunes élèves avec quelque chose qui ressemblait à la décence humaine. Mais peut-être que le changement le plus significatif se produisit chez Marc lui-même. Le garçon timide et effacé qui avait commencé l'année scolaire en espérant rester invisible avait découvert que parfois la visibilité était nécessaire. Parfois, se défendre exigeait de prendre position. Parfois, la seule façon d'arrêter une brute était de lui montrer que sa victime pouvait devenir son pire cauchemar. 3 mois plus tard, lors de la remise des diplômes, Marc Rivière traversa la scène pour recevoir son diplôme avec une fierté discrète. Dans le public, son père regardait avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. Il devrait avoir une longue conversation sur ce qui s'était passé au lycée Saint-Exupéry, mais c'était pour plus tard. Pour l'instant, Marc Rivière avait appris la leçon la plus importante de toutes. Le respect ne s'accorde pas librement. Parfois, il faut le gagner. Et parfois, quand on a affaire à des gens qui ne comprennent que la violence, la chose la plus pacifique que l'on puisse faire est de leur donner exactement ce qu'ils demandent. Kevin Dubois obtint également son diplôme, mais de justesse. Ses notes avaient souffert en même temps que sa réputation. Et la bourse d'études qu'il avait espérée s'était mystérieusement évaporée. Il évita tout contact visuel pendant la cérémonie et partit immédiatement après avoir reçu son diplôme. Certaines leçons, pensa Marc, étaient plus chères que d'autres. Alors que Marc sortait du lycée Saint-Exupéry pour la dernière fois, il sentit un poids s'enlever de ses épaules. Il avait techniquement tenu sa promesse à son père. Il avait terminé sa terminale. Il n'avait pas créé de problème. Il avait simplement terminé ce que quelqu'un d'autre avait commencé. Et parfois, cela faisait toute la différence du monde.